Nous sommes le 24 avril et nous débutons avec l'actualité du mois. Forcément, nous parlons d'une situation inédite. Depuis 6 semaines aujourd'hui, la France est confinée, situation quasiment semblable dans le reste du monde. Le pays est à l'arrêt, mais il a fallu continuer à le faire tourner un peu. Première question pour vous, justement, Pierre Bédier, comment s'est organisé le département des Yvelines ? Alors, nous avons des missions que nous devons continuer à assumer, en particulier en direction des personnes les plus fragiles. Donc nous nous sommes organisés de façon à ce que toutes nos activités traditionnelles puissent continuer avec toutes les mesures de précaution. Alors c'est par exemple l'aide sociale à l'enfance, hein, on a des milliers d'enfants placés auprès de nous, on ne peut pas les mettre à la rue au prétexte que on ne pourrait plus s'en occuper. Donc il a bien fallu s'organiser, c'est pas toujours simple. Nous avons aussi des mamans qui sont enceintes, et donc nous les accompagnons dans leur grossesse à travers les PMI. Il a bien fallu que ces PMI continuent à fonctionner. Donc le département a continué son action, a continué à recevoir les publics les plus fragiles qu'il devait recevoir. Et pour toutes celles et tous ceux qui n'avaient pas été en contact avec le public, eh bien on les a organisés en totalité en télétravail. Vous avez pu continuer malgré tout, il y a eu des séances du conseil départemental, une séance aussi qui a été organisée en visioconférence, on a eu l'occasion d'en parler. Patrice, je me tourne vers vous, peut-être pour faire un point aussi sur les relations avec l'État, parce que Pierre Bédier nous expliquait que les choses ont fonctionné, mais malgré tout, il y a eu peut-être quelquefois des couacs aussi. Ben oui, est-ce que vous avez ressenti, parce qu'on en parle beaucoup, par rapport aux initiatives que vous pouvez prendre au niveau du département, des freins qui viennent de l'État ou qui viennent des administrations centrales? Alors, pour être très honnête, le couple État-département a très bien fonctionné dans le département des Yvelines. Je pense que ça tient aussi aux qualités des personnalités, des relations qu'on a tissées avec elles. Je pense en particulier au préfet Brault, mais aussi, puisqu'on l'a découverte, à la directrice départementale de l'ARS, qui fait un travail tout à fait remarquable. Donc, nous n'avons pas senti localement ces freins. Ensuite, si vous voulez mon sentiment sur ce qui s'est passé au sommet, je préférerais un peu plus, comment dirais-je, peut-être de transparence, de vérité. On a bien vu les allers-retours sur les masques. Il valait mieux nous dire qu'on n'avait pas de masques, qu'on allait essayer d'en fabriquer, qu'en attendant, il fallait qu'on se débrouille, mais que le masque était quand même utile. Ça nous aurait permis, nous, puisque c'est l'occasion de faire une annonce sur votre antenne, de commander plus tôt les 2,5 millions de masques que nous sommes en train de rechercher auprès de plusieurs fournisseurs, que j'espère avoir avant le 10 mai, de façon à pouvoir, par l'intermédiaire des maires yvelinois, en particulier dans les petites communes qui sont très, très désarmées, très désarçonnées, pouvoir faire une distribution grand public. Grégory Canalet, Grégory souhaitait intervenir. Patrice, allez-y juste avant, oui. Juste pour préciser, parce que c'est intéressant, en période de crise, finalement, on s'aperçoit, quel est au fond, avec l'expérience que vous pouvez avoir, le meilleur en droit de décision, le meilleur niveau de décision, justement, c'est-à-dire celui qui allie à la fois la connaissance de ce qui se passe sur les territoires et puis l'efficacité des mesures prises. Est-ce que c'est la ville, est-ce que c'est le département, est-ce que c'est la région, est-ce que c'est l'État, ou est-ce que c'est la coopération de tous? Alors, le coronavirus aura agi comme un révélateur de toutes les âneries administratives françaises depuis 50 ans. Ce qui marche, et j'ai encore pu le vérifier, c'est le couple commune, qui est le point de référence, le point d'entrée de tout service public pour les Français, et le département. Département dans sa fonction élue, conseil départemental, et dans sa fonction État, préfecture. La région n'est pas sans intérêt, elle doit faire de la coordination stratégique. À l'Île-de-France, il y a la question des transports. Mais la réactivité, elle est dans ce couple-là. Et c'est ce couple que depuis 50 ans, on affaiblit. Au moment de la crise, on s'aperçoit que heureusement qu'il est là, ce couple. Grégory ? Oui, puisqu'on parle des relations avec l'État et qu'on évoque forcément cette date du 11 mai, la fin du confinement, le début du déconfinement, je voulais savoir, Pierre Bédier, comment vous l'envisagez, vous, à l'échelle des Yvelines? Le président de la République a appelé à s'appuyer, en tout cas c'est sa volonté, sur les collectivités territoriales, sur les maires notamment. Comment au niveau des Yvelines vous envisagez, quel est votre état d'esprit sur cette date du début du déconfinement du 11 mai? Alors, qu'on s'entende bien, on va donner notre avis, mais je ne suis pas certain qu'on nous laisse nous organiser comme on l'entend.
hein, pour que nos concitoyens qui nous écoutent comprennent bien que je ne prétends pas avoir un pouvoir que jusqu'ici on ne m'a pas donné, qu'à mon avis on ne me donnera pas. Pour moi, la règle la plus intelligente serait de faire ce que d'autres pays ont fait et ce que nous sommes capables de faire si nous voulons, c'est permettre toutes les activités, je dis bien toutes, à condition que lorsqu'on rentre dans un lieu où il y a plusieurs personnes, on prenne systématiquement ou qu'on fasse prendre systématiquement la température. S'il y a, à travers cette prise de température, suspicion d'infection, dont on ne connaît pas la nature à ce moment-là, immédiatement la personne est dirigée vers un laboratoire pour un test sérologique pour savoir si elle a un simple rhume, une grippette, une rage de dents ou le Covid-19. Si elle a le Covid-19, naturellement, elle reste chez elle, elle est donc confinée. Le temps, c'est 3 semaines, hein, le temps de la quarantaine, c'est une demi-quarantaine donc, et naturellement, elle est suivie. On utilise, et là il faut qu'on soit raisonnable, on utilise ces données téléphoniques pour savoir avec qui elle a été en contact pour faire une enquête épidémiologique rapide, et ainsi on peut reprendre une vie normale, y compris aller au restaurant. Si dans une salle de restaurant on a tous 36,1 de température, la probabilité pour qu'on en contamine un autre est quand même très limitée. Et si on ne reprend pas une vie normale, je ne sais pas comment on va faire. Vous êtes plutôt favorable à l'utilisation d'applications sur les smartphones, par exemple ? J'ai sur mon bureau, pardonnez-moi, mais j'en profite pour vous le dire, tous les courriers que je reçois des Yvelinois et des entreprises yvelinoises qui me disent « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ?» Le château de Breteuil, il est fermé, c'est un château privé, c'est un château où ils se débrouillent pour faire venir du public et pour être en autonomie. Ils ne demandent jamais d'argent public. Il va bien falloir qu'on les aide. Mais on peut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Donc il faut bien remettre la machine en route avec naturellement un certain nombre de précautions, bien entendu. Mais il faut remettre la machine en route. Voilà. Moi, je suis vraiment partisan de tout faire pour revivre normalement avec des activités normales, même si elles sont ralenties, même s'il y a des contraintes. Alexandre et Nouradine pour toutes les nouvelles 7-8 Actu FR. Et puis Marmite, si vous souhaitez intervenir aussi auprès de Pierre Bédier. Oui, moi, ça serait plutôt pour une question sur les EHPAD. Il y a eu de nombreux décès dans les EHPAD. Est-ce que vous les avez aidés? On a vu qu'il y a un plan d'urgence, notamment à leur destination. Et je voulais savoir si dans les prochaines années, faudrait-il repenser l'accueil de nos aînés par rapport au nombre d'essais qu'il y a eu Oui, on peut s'interroger sur la qualité morale d'une société qui oublie un peu ses aînés. Hein. Ils ont pourtant participé, ils nous ont fait. Oui, l'accueil des personnes âgées, c'est effectivement une grande question. Je crois qu'on va avoir plein de questions à se poser à l'issue de cette crise. Enfin, et donc pas tout de suite, hein, bien entendu. Sur l'accueil des aînés, je veux dire que nous venons de mettre en place, alors on est allé aussi vite que possible parce que on est très dépendant de décisions administratives. Donc encore une fois, pour nos concitoyens yvelinois qui nous regardent ou nous écoutent, tous les EHPAD vont être testés. Le département finance un test général des résidents et des collaborateurs des EHPAD pour vérifier que leur sérologie est négative. Mais il a fallu naturellement qu'on se mette d'accord avec les normes que les laboratoires proposaient. C'est pour ça que c'est un tout petit peu tardé. Donc, dans 2 semaines, tous les EHPAD des Yvelines auront une photographie précise de l'épidémie et pourront ainsi naturellement prendre des mesures de précaution et de prévention. Nouradine. Oui, Pierre Bédier, les déficits explosent, un peu plus de 41 milliards, on en a parlé beaucoup cette semaine pour la sécurité sociale, les aides aux entreprises, aux particuliers, le département y contribue fortement, plusieurs millions d'euros, le gouvernement, la région, le département. J'ai une question simple, qui va payer ? Est-ce que ça aura une incidence sur la fiscalité, forcément aussi des ménages peut-être ? On va forcément le payer. Tout ça, c'est de la dette. Et la dette, il faudra bien la rembourser. Je ne crois pas que ceux qui prêtent de l'argent le fassent sans espoir de retour. Alors, dans ces prêts d'argent, c'est un peu compliqué, mais il y a beaucoup les banques centrales. Les banques centrales réagissent bien.
Ça, c'est la grande leçon. On nous apprenait ça. Moi, je suis d'une génération où on nous apprenait beaucoup la crise de 1929. Oui, Patrice Carmouze, qui est beaucoup plus jeune que moi, n'en a jamais entendu parler. C'est pour ça qu'il est avec nous aujourd'hui. Nous avions besoin de ces Et donc, on nous apprenait combien les mauvaises réactions des banques centrales, qui, au lieu d'ouvrir les robinets financiers, les avaient fermés, avaient provoqué l'aggravation de la crise. Et en aggravant la crise, avaient entraîné le monde vers la Seconde Guerre mondiale. Donc, ouvrir les robinets, c'est ce qu'il faut faire, parce qu'on ne va pas mourir guéri, ça n'aurait aucun sens. Mais ces robinets ouverts, il faudra bien les fermer un jour et de toute façon rembourser la dette. Donc oui, c'est nous qui paierons. Alors on paiera sans doute sous forme d'impôt, on paiera peut-être aussi par l'impôt des pauvres, hélas, qui est l'inflation. Qui est toujours la pire des choses pour les plus modestes. Mais je vois mal comment, en ouvrant les robinets financiers, il n'y aurait pas à nouveau une résurgence de l'inflation. Il faudra essayer de la contrôler. Toujours est-il que je pense qu'aujourd'hui, les réactions des banques centrales sont les bonnes, mais que ne nous faisons pas d'illusions. Et donc, soyons raisonnables dans nos demandes. Il faudra bien un jour payer la note de toute cette histoire. Mais quand Gérald Darmanin dit que justement il ne touchera pas à la fiscalité pour sortir de cette crise, qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds que c'est probablement et même certainement son intention aujourd'hui. Est-ce que ce sera encore la sienne demain et est-ce qu'il sera encore là après-demain? Je vois mal comment à un moment donné il n'y aura pas un peu de fiscalité. Patrice, souhaitiez intervenir aussi, peut-être pour faire un parallèle avec la crise de 29, non? Non, c'était beaucoup plus prosaïque. Mais pour revenir sur ce que vous avez dit, Pierre Bédier, justement sur les restaurants, parce que c'est un secteur qui prend de plein fouet, évidemment, cette crise. On est encore un peu dans le flou sur la réouverture. Est-ce que vous pensez ou souhaitez qu'ils puissent réouvrir, avec les conditions évidemment de précaution utiles, le plus rapidement possible? Oui, c'est 1 million d'emplois en France, des emplois non délocalisables, enfin c'est dramatique. Il y a les restaurants, il y a les hôtels, toutes les activités. Ça va être tellement compliqué. On ne peut pas dire, il y en a qui restent confinés et d'autres qui ne le sont plus. De mon point de vue, on réouvre, mais en ayant pris toutes les précautions. Port du masque obligatoire, température dans les lieux accueillant plus de 2 personnes obligatoire, même quand vous allez acheter votre pain. Le boulanger, bon, allez, boum, ou la boulangère, un petit coup dans l'oreille, pour voir si vous avez la température ou pas. Et il faut qu'on accepte une certaine traçabilité de nos déplacements pour des raisons sanitaires. Et de vous à moi, ça fait longtemps que les grands opérateurs de téléphone, de toute façon, ont cette traçabilité à des fins commerciales et qui ne nous demandent pas notre avis. Hein. Bon. Pierre Bédier, parmi les différentes compétences du département, il y a aussi la gestion des collèges et la question de la réouverture des établissements scolaires. C'est ce qui préoccupe aussi aujourd'hui les parents. Alors on ne sait pas à quelle date ça se fera. Il y a eu, on peut le dire, tout de même une communication un peu compliquée de la part du gouvernement. Un coup, les écoles ouvraient, ensuite c'était par classe, ensuite ce serait sur le volontariat des parents aussi. Aujourd'hui, quel est votre point de vue sur cette réouverture des collèges? Et puis derrière la réouverture des collèges, même chose, il va falloir refaire fonctionner les cantines centrales, il va falloir faire fonctionner les systèmes d'études, de garde. La doctrine que je viens d'énoncer au moment de la réouverture, elle est à mon avis applicable dans les collèges. Nous avons des personnels administratifs qui peuvent très bien faire la prise de température des élèves quand ils arrivent le matin. S'il y a une suspicion d'infection, hop, test sérologique, sinon les gamins rentrent et puis ils ont une activité normale à l'intérieur du collège. On fait la même chose bien entendu avec les professeurs, on fait la même chose avec les personnels administratifs. Il faut qu'on accepte, alors ça veut dire sans doute des rentrées, au lieu de rentrer en un quart d'heure dans le collège, on va sans doute mettre une demi-heure ou 3 quarts d'heure pour rentrer, donc il faudra un peu d'adaptation sur les horaires. Mais c'est quand même pas une contrainte terrible que d'avoir ce système de prise de température qui est, à mon avis, la seule façon d'empêcher que ça reparte. Pierre Bédier, je sais que vous êtes aussi. Pierre Bédier, je sais que vous êtes pris par le temps aussi, donc on va avancer juste un petit peu puisqu'on parle de cette pandémie, de ces différentes conséquences, du déconfinement aussi. Il y a aussi des conséquences humaines. Hein. J'aimerais qu'on revienne sur la disparition de Patrick Devedjian aussi, votre ami, président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Aujourd'hui, comment vous envisagez aussi l'avenir après sa disparition pour vos 2 départements? D'abord, sur un plan strictement humain, je n'ai toujours pas fait mon deuil. Donc je ne sais pas vous répondre. J'étais aux obsèques de Patrick, c'était
il y avait sa femme, ses enfants, et on était 3 élus. Enfin, c'était irréel. Je comprends toute la peine des familles face à ce moment d'une cruauté absolue. Donc moi, j'ai toujours pas fait mon deuil, donc je ne suis pas dans la projection de qu'est-ce que ça va devenir. J'ai naturellement rencontré Georges Siffredi, qui est son premier vice-président et qui assume l'intérim. Donc on continue à vivre ensemble, hein, mais pour l'instant on ne fait pas de projet. Je commencerai à me poser des questions quand le déconfinement sera fini, quand on aura rendu à Patrick Devedjian l'hommage qu'on doit lui rendre. C'était un homme, pas simplement parce que c'est mon ami, mais c'était un homme exceptionnel, exceptionnel de culture, exceptionnel de finesse et exceptionnel d'engagement. Patrick était un vrai libéral. Alors je sais qu'en France, le mot libéral, on pense au libéralisme économique échevelé, le capitalisme, les riches, etc. Un libéral, c'est d'abord quelqu'un qui croit que la liberté est la première des choses qu'on doit proposer à nos concitoyens. Et pour en avoir souvent discuté avec lui, je suis beaucoup moins libéral que lui. Cet engagement pour la liberté des autres était son marqueur politique et il était de ce point de vue une personnalité exceptionnelle et admirable. Patrice ? Oui, justement sur ce projet de fusion, est-ce qu'il ne tenait pas quand même beaucoup à la personnalité de Patrick Devedjian et à la vôtre et à l'accord de ces deux personnalités? Est-ce qu'il peut survivre malheureusement au décès de Patrick Devedjian? Ça, seul l'avenir nous le dira, cher monsieur. Moi, mon engagement reste entier. Je ne sais pas ce que le futur président élu dans les Hauts-de-Seine souhaitera. On a quand même déjà mis beaucoup de choses en commun. Donc, je pense que quand on va faire l'évaluation des gains que nous avons réalisés les uns et les autres, cette idée de fusion devrait reprendre un certain élan. Alors, bien évidemment, la qualité des relations des deux présidents est très importante, bien évidemment, comme dans toute action humaine. Je sais qu'il vous reste juste une minute pour conclure et nous poursuivrons ensuite le club de la presse avec les journalistes des différents médias présents. Pierre Bédier, sur les élections municipales. Aujourd'hui, en quelques mots, même si c'est compliqué de tout aborder, on ne sait pas encore quand elles pourront se tenir. La date du 21 juin avait été abordée. On ne sait pas si elle pourra se maintenir. Le gouvernement devrait se prononcer à la fin du mois de mai. Est-ce qu'il faut tout annuler, revenir sur tout, sachant que si on n'annule pas tout, il y aura forcément aussi des recours. Et j'ai une pensée pour Philippe Briot, notamment le maire du Chénet-Rocancourt, battu de quelques voix avec une participation en baisse de 20% sur sa commune. Alors, d'abord, il y a une règle de droit qui a été rappelée par le Conseil d'État. Donc, le gouvernement, il sera tenu. Toutes les élections acquises sont acquises. Et je ne vois pas au nom de quoi, enfin, ce serait une grande première, on supprime des élections acquises. Toutes les élections qui ne sont pas acquises, si elles ne se tiennent pas avant la fin juin, pour un deuxième tour, et que ce deuxième tour devait se tenir après les mois de juillet et d'août, eh bien, il faudrait revoter pour les deux tours. Le premier tour ne serait plus acquis. Ce qui m'amène à dire que réfléchissons à ce qu'est normalement un deuxième tour. J'ai fait quelques élections dans ma vie. Un deuxième tour, ça démarre le lundi matin et ça s'arrête le vendredi soir, c'est-à-dire 5 jours. Ce n'est pas une longue campagne. Moi, je pense, personnellement, qu'on peut très bien, en interdisant effectivement les grands meetings de milliers de personnes, mais dans des réunions communales, sous réserve, bien entendu, de ce que j'expliquais tout à l'heure, les prises de température, etc., et le fait qu'on écarte les personnes qui sont suspectes, on doit pouvoir tenir une réunion. Il y a généralement une réunion, il n'y en a pas une tous les soirs, et donc faire cette mini-campagne électorale qui dure 5 jours pour avoir un vote. Parce que si on n'a pas le vote au mois de juin, ça veut dire que toutes les intercommunalités sont paralysées. La paralysie des intercommunalités, c'est la paralysie de tous les réseaux, car maintenant, tous les réseaux sont intercommunalisés. C'est les réseaux de transport, les réseaux de ramassage des ordures ménagères, les réseaux d'eau propre et d'eau usée. Enfin, paralysés, j'exagère, mais en difficulté. Et je trouve que c'est un peu dangereux. Voilà. D'autant qu'on a vraiment besoin de la mobilisation de tout le monde. Bon, après, si le gouvernement, tel que je pense, il va le décide qu'on revotera dans les communes où le résultat n'a pas été acquis en septembre et en octobre, j'espère qu'on n'attendra pas
la fin octobre, parce qu'encore une fois, tout ça, c'est du temps perdu pour agir au service de nos concitoyens. C'est pas l'intérêt des élus, on s'en fout de l'intérêt des élus, hein, ne vous méprenez pas sur mes propos. C'est qu'on a besoin de pouvoir... Par exemple, pourquoi j'ai réuni le conseil départemental vendredi dernier? Parce que j'avais besoin qu'il m'autorise un certain nombre de dépenses pour pouvoir dépenser de l'argent au service de mes concitoyens. Merci beaucoup Pierre Bédier, président du conseil départemental, d'avoir été avec nous. Merci.